La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire qui va porter sur les améliorations dans les résultats et l'analyse dynamique dans SCIA Engineer 21. Je m'appelle Tarek Cheben et je suis ingénieur au support technique de SCIA. Donc avant de commencer la présentation, juste quelques petites informations importantes. Le micro des participants sera coupé pendant la présentation, mais vous pouvez utiliser la fenêtre des questions pour poser vos questions lors de la présentation et j'essaierai de trouver un petit peu de temps à la fin de la présentation pour y répondre. Et bien sûr, si on n'a pas le temps, je pourrai toujours vous répondre par email plus tard. Et ce webinaire sera bien sûr enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SIA, ainsi que sur la page des webinaires sur notre site internet sia.net. Donc, un petit mot sur le contenu de la présentation. On va commencer par les nouveautés au niveau des résultats. La première nouveauté, c'est la possibilité d'utiliser extrême égale non pour la sélection des résultats. Ensuite, il y a aussi la possibilité de définir un intervalle de résultats, de valeurs pour les résultats pour les éléments 1D et 0D. Les éléments 0D, ça veut dire les nœuds. Et on a aussi la nouvelle solution qui consiste à pouvoir sélectionner les composantes des réactions ou des efforts internes, etc., qu'on veut montrer sous forme graphique ou sous forme d'aperçu ou dans la note de calcul. Et il y a également l'actualisation automatique introduite cette année au niveau du rafraîchissement des résultats. Quand il s'agit de l'analyse, on va parler de deux fonctionnalités qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui ont été récemment migrées vers la version 64 bits et qui n'existaient que dans la version 32 bits précédemment. Il s'agit des trains de charge et de l'analyse de stabilité non linéaire. On va terminer par la dernière nouveauté qui est les modificateurs de modèles pour l'analyse sismique. Donc pour l'instant, on avait déjà des modificateurs de modèles mais il n'était pas encore applicable à l'analyse sismique ou à l'analyse modale. Donc, commençons par la toute première nouveauté, extrême également. Donc, cette option, elle va vous permettre d'avoir tous les résultats sur toutes les sections ou tous les nœuds du maillage pour toutes les combinaisons linéaires et les cas de charge qui font partie de votre classe de résultats ou de l'enveloppe de combinaison. En pratique, ceci montre donc tous les résultats calculés par SIA graphiquement et dans le tableau de résultats ou dans l'aperçu. Passons déjà dans SIA pour vous montrer un premier exemple de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, je vais prendre un projet simple qui est une structure en béton à un étage et on va demander des résultats pour la combinaison, donc l'enveloppe à l'ELU. Donc, juste avant de demander les résultats, je vais juste montrer le contenu de cette enveloppe. Donc, on peut chercher ici les combinaisons. Et c'est cette enveloppe-là à l'ELU. On voit les trois cas de charge qui sont le poids propre et la charge permanente et la charge variable. Et je peux l'éclater en combinaisons linéaires. Et ici, on voit qu'il va créer quatre combinaisons linéaires normatives. Donc, on voit ici des coefficients pour chaque cas de charge qui vont être déterminés automatiquement. Donc, comment est-ce qu'on va visualiser ces résultats? Je vais supprimer ces combinaisons éclatées et je vais aller dans les résultats des efforts internes 1D qu'on voit ici. Je vais faire un filtre sur les éléments donc photo. Donc, dans le filtre, je mets type de barre et ensuite, dans le type de barre, je choisis l'option photo. Et on va prendre également donc l'enveloppe, la combinaison value qu'on a vu tout à l'heure. Et pour la valeur, je vais demander l'effort normal n. Et l'extrême, pour l'instant, je vais mettre ça comme étant élément. Et je vais régénérer les résultats. Donc, on les voit graphiquement, on a les résultats pour chaque photo. Et dans l'aperçu également, on va voir ces résultats pour chaque photo. Et on va voir le résultat du coup pour tous les composants des efforts internes. Donc, on a la valeur min et max de chaque élément sélectionné, donc de chaque poteau. Vous voyez d'abord le poteau B2. On va voir en gras les valeurs min et max de chaque effort interne. Donc, par exemple, pour l'effort normal N, la valeur maximale, elle est de moins 38,54 et la valeur minimale, elle est de moins 179,77, mais elles sont obtenues pour deux combinaisons différentes. Donc, la première, c'est pour la combinaison ELU1 et la deuxième, c'est pour la combinaison ELU2.
Et pour voir le vrai contenu de ces deux combinaisons-là, on peut descendre tout en bas de l'aperçu et on voit le tableau des clés de combinaison et voir donc le contenu détaillé de ces deux combinaisons-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on met extrême égale non au lieu d'extrême élément? Je vais choisir non ici et je vais redemander l'aperçu. Cette fois-ci, ce qui va se passer en fait, c'est que pour chaque barre et au niveau de chaque section, on va avoir les résultats détaillés pour chacune des combinaisons de l'enveloppe. Donc, vous voyez maintenant le poteau B2 pour lequel on va voir les résultats pour la combinaison 1, 2, 3 et 4 de l'enveloppe. Donc, c'était un premier exemple pour les résultats des efforts internes, mais on peut voir la même chose également au niveau des réactions. Et je parle des réactions justement parce qu'en fait, c'est assez intéressant maintenant de les utiliser pardon, pour obtenir la descente de charge. Parce qu'en fait, avec SIA 21, on n'a plus la possibilité d'utiliser la fonctionnalité qui s'appelait descente de charge jusqu'à SIA 20, mais on a remplacé ça par l'utilisation des réactions avec l'utilisation de l'extrême égale non. Donc, je vais passer au niveau des réactions. Je vais garder ici filtre tout, donc on va le voir pour tous les appuis. Je vais garder ici à nouveau la combinaison ELU. Je mets extrême égale non et je vais demander un aperçu. Ici, donc, on va voir que pour chaque appui, donc par exemple l'appui SN2, on va voir les réactions avec toutes les composantes pour chacune des 4 combinaisons de l'enveloppe et pareil pour les autres appuis. Mais donc, en réalité, pour la descente de charge, nous avons besoin du résultat pour chaque cas de charge au niveau de chaque appui, au lieu de l'avoir pour chaque combinaison, évidemment. Donc, comment faire ça? En fait, on doit passer par une classe de résultats. Et dans cette classe-là, on va pouvoir regrouper tous les cas de charge et obtenir les résultats de tous ces cas de charge, en même temps. Donc, je vais chercher en haut classe de résultats. Il y a déjà des classes par défaut créées avec, par exemple, une classe qui contient toutes les combinaisons à l'ELU. Et nous, on va créer une classe avec les cas de charge. Donc, je vais cliquer ici sur Nouveau. Je supprime de la partie gauche la combinaison à l'ELU, ici. Et je vais prendre tous les cas de charge en prenant ce groupe-là et en cliquant sur Ajouter. Et je vais la nommer descente de charge ici. Et je vais cliquer sur Fermer. Et ensuite, dans le menu des résultats, au lieu de combinaison, je vais mettre classe. Et là, je vais prendre la classe DC qu'on vient de créer. Et en cliquant sur Régénérer, vous voyez les résultats graphiquement et je vais cliquer sur l'aperçu. Et donc là, vous allez voir que pour chaque appui, on aura le résultat pour les 4 cas de charge qui sont définis dans le projet. Donc voilà, ça permet de retrouver la descente de charge avec le format voulu, comme on a obtenu précédemment dans la descente de charge dans SIA 20, ou bien dans les réactions dans l'environnement V16 antérieur dans la version 32 bits, qui avait déjà cette possibilité d'extrême égale 1. Donc on va revenir au niveau du PowerPoint pour parler de la deuxième nouveauté, qui est cette fois-ci, donc pardon, un instant, la possibilité d'utiliser un intervalle pour les résultats sur les éléments 0D, 0D, pardon, ou 1D. Qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, on va pouvoir définir un minimum et un maximum pour ces résultats-là. Et donc, on aura juste un affichage des résultats qui se trouvent à l'intérieur de cet intervalle-là. On l'avait déjà pour les résultats sur les éléments 2D, mais maintenant, on a pour les éléments 0D, donc pour les nœuds et donc précisément pour les réactions, et également pour les éléments barres 1D. Donc, ceci va servir à faciliter l'évaluation des résultats. Et en fait, cet intervalle n'est plus un type d'extrême avec une fonctionnalité autonome. Ceci signifie que vous pouvez le définir pour vos résultats, et pour tous les extrêmes, tous les extrêmes restent disponibles, comme l'extrême global, local, élément, non, etc. Comme vous le voyez à l'écran ici,
L'extrême peut toujours être choisi comme étant global ici, mais après l'option intervalle qu'on voit ici va être activée et ça sera une fonctionnalité à part qui va pouvoir être combinée avec les différents extrêmes. Je vais passer dans SIA pour vous montrer un exemple concret et on va donc cette fois-ci changer de projet et on va passer au projet 1 ici, qui est une structure en béton toujours à plusieurs étages. Mais cette fois-ci, on aura des forces latérales parce qu'il y a des charges sismiques, comme vous pouvez le voir ici, les charges SX et SY qui sont le séisme dans les deux directions. Donc, on va demander les réactions pour un cas de charge sismique. Je vais aller dans les réactions. Je garde le filtre tout, le cas de charge c'est SX. Je garde l'extrême comme étant élément. Et je vais également enlever les résultats sur les appuis linéiques. On va l'avoir juste, donc pour ne pas l'avoir sur les appuis au niveau des voiles, on va juste demander les résultats au niveau des appuis des poteaux. Et donc je vais faire régénérer et on obtient un résultat avec des valeurs qui peuvent être négatives quand il y a de la traction, en rouge ici, ou des valeurs positives en bleu quand on a de la compression. Donc, si on veut juste afficher des valeurs positives, il faut activer ici l'option intervalle, comme c'est déjà fait, mais au niveau de la valeur minimum, je peux mettre 0. Et pour le maximum, je peux mettre une valeur assez grande, je vais peut-être mettre 10 000 par exemple, comme ça on est sûr de couvrir toutes les valeurs possibles au niveau de ces appuis-là. Et je vais cliquer sur régénérer. Et cette fois-ci, vous voyez que les valeurs négatives, les valeurs en rouge ont disparu. Et si je demande l'aperçu, il y a un message qui indique que pour RZ, il est limité par l'intervalle 0 et 10 000 kN. Donc, c'est bien appliqué. Et il y a bien un message qui affiche, on voit bien dans le tableau, que seules les valeurs positives sont disponibles pour RZ. Et bien sûr, on peut le faire avec un intervalle différent. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut commencer par un minimum qui est à moins de 100, par exemple, et un maximum qui va jusqu'à 500. Pardon, voilà. Et on va régénérer. Et cette fois-ci, les résultats négatifs reviennent ici, comme on dit. Et dans l'aperçu, on va voir qu'il est limité entre moins de 100, pardon, je ne peux pas bien appliquer ici de 500. Je régénère. Oui, donc je pense qu'ici, il y a un petit problème à ce niveau-là, mais voilà, l'idée c'est qu'on peut choisir l'intervalle qu'on veut et vous aurez toujours le message qui vous affiche quel est cet intervalle qui est pris en compte. Et donc, comment maintenant, comment est-ce qu'on pourrait fermer les résultats, donc le menu des résultats et ne plus afficher les résultats graphiquement? Ça a été changé un petit peu dans SIA 21. Avant, il suffisait juste d'aller dans un autre menu, dans l'arborescence principale. Maintenant, en fait, il faut tout en haut sélectionner le menu résultats et le déplacer un petit peu vers la droite et le mettre dans la poubelle. Et comme ça, les résultats disparaissent graphiquement et également le menu de résultats va être caché. Et une dernière chose au niveau de cet intervalle, il est également possible de l'utiliser pour les contrôles. Donc pour le contrôle de l'acier, du béton, etc. On pourrait mettre un contrôle unité qui va être entre 0,6 et 0,8 par exemple, pour qu'on ait que les valeurs qui sont dans cet intervalle-là. Donc on ne se limite pas seulement au menu résultat. Je vais revenir à la présentation pour passer à la nouveauté suivante, donc qui concerne les sélections pour les tableaux. Donc cette nouvelle fonctionnalité va permettre d'afficher seulement les valeurs sélectionnées pour composantes, alors que précédemment on avait les résultats dans l'aperçu pour toutes les composantes sélectionnées. Par exemple ici, comme vous voyez, si je prends
l'effort normal M, les efforts tranchants Y et Z et le moment MY. Quand on demandait l'aperçu dans SIA 20 ou les versions précédentes, on avait quand même dans le tableau les résultats pour les 6 composants. Maintenant, dans SIA 21, il ne va plus afficher que les composantes qui sont sélectionnées, donc graphiquement et dans l'aperçu. Donc, je vais revenir également dans SIA à nouveau pour vous montrer cette nouvelle fonctionnalité. Et je vais garder le même projet. Je vais demander les efforts internes ici pour les éléments 1D. Je garde un filtre sur tout, la combinaison ELU, extrême élément, et je vais prendre les composantes N, VY et MZ, comme on voit ici. On a décoché cette fois-ci l'option intervalle, et je vais régénérer. Et comme vous le voyez graphiquement, on aura les résultats pour les 3 composantes demandées, comme vous voyez ici, au niveau de l'affichage, et au niveau de l'aperçu également, on n'aura que ces 3 colonnes-là. Donc, c'est comme c'était demandé. Donc, on a que N, V, Y et MZ. Et la même chose est maintenant aussi possible dans la note de calcul. Et je vais passer à nouveau au PowerPoint, pour vous parler de notre nouvelle fonctionnalité qui concerne cette fois-ci l'activation automatique des résultats. C'est une option qu'on peut activer tout en haut à droite de l'écran, dans cette icône-là. Donc, on n'a plus besoin de cliquer sur rafraîchir pour mettre à jour les résultats. Donc, c'était quelque chose qui était très demandé et je vais aller dans SIA pour vous montrer directement comment on peut l'appliquer. Donc, je vais rester dans le même projet. Et comme vous voyez, par défaut, cette icône-là dont je vous parlais, elle est en orange, donc elle est désactivée. Si on clique dessus, ça va changer de couleur, ça devient verdâtre et on va avoir cette fonctionnalité comme étant activée. Donc, si maintenant je veux voir seulement la composante normale N, je peux ici mettre N et on n'a plus besoin de cliquer sur rafraîchir. Comme vous le voyez, il va tout de suite changer les résultats qui sont obtenus. On peut également le faire en fait en passant d'une combinaison à un cas de charge. Je peux ici aller dans cas de charge et il va tout de suite montrer les résultats pour le poids propre tout seul, par exemple. Ensuite, si j'ai envie de montrer pour le séisme X, je mets SX et il va tout de suite mettre à jour les résultats. Donc voilà une autre fonctionnalité intéressante et je vais revenir encore une fois dans le PowerPoint pour vous montrer c'était la dernière nouveauté au niveau des résultats. Et maintenant, on va passer aux nouveautés concernant la migration. Donc, la première fonctionnalité qui a été migrée, c'est les trains de charge, qui n'étaient avant disponibles que dans la version 32 bits et en environnement de post-traitement V16 antérieur. Et maintenant, dans la version 21, ça a été implémenté dans la version 64 bits. Il y a quand même une limitation, c'est que c'est seulement applicable pour les éléments 2D et il ne faut pas le mélanger avec la fonctionnalité charge mobile qui est différente de l'option train de charge. Donc pour les charges mobiles, c'est également disponible pour les barres en plus des éléments 2D. Je vais aller également dans SIA pour vous montrer un exemple là-dessus. Donc, je vais ouvrir un nouveau projet qui est un tablier de pont qu'on voit. Et je vais d'abord vous montrer comment on va pouvoir appliquer ces trains de charge. Ceci se fait en 3 étapes. La première étape consiste à insérer le parcours. La deuxième, il s'agit de spécifier les charges qui sont en mouvement sur ce parcours. Et enfin, dans la troisième étape, on va paramétriser où ces charges sont appliquées et avec quel pas, etc. Donc, pour la définition du parcours, dans le panneau de saisie, ici, on peut aller dans la partie charge. On va voir qu'il y a l'option parcours qui va être disponible. On va cliquer dessus. Et là, on peut définir ce parcours-là en prenant par exemple un arc circulaire et je vais créer ce parcours ici avec un arc circulaire dont je prends un point au milieu et je termine ici et je termine avec un échappe. Et là, on voit le parcours avec la flèche qui est représentée ici. Donc, les trains de charge vont être créés sur ce parcours là.
Donc, pour la deuxième étape, on va maintenant définir les charges de trafic qui vont être appliquées. Et ceci se fait dans ce qu'on appelle le schéma de charge de trafic. On peut les chercher en haut en tapant trafic. Et là, vous voyez les schémas de charge de trafic. Donc ici, vous avez une liste en fait de schémas de charges qui sont normatives. Donc ce sont des charges standardisées, des formes standardisées d'un ensemble de charges qui viennent de différents catalogues. Vous pouvez bien sûr également créer votre propre schéma en cliquant sur Nouveau. Je vais juste ici pour cet exemple prendre le premier schéma disponible et cliquer sur Faire. Ensuite, il va falloir aller dans le gestionnaire des charges de trafic pour définir l'application de ces charges. Donc, à nouveau, en haut, je peux chercher trafic et vous avez le gestionnaire de charges de trafic. Et là, il va falloir définir quelle est la charge appliquée. Donc, on choisit le modèle ici et le parcours, donc le parcours TR1 par exemple qu'on vient de créer. Et au niveau du pas, donc c'est en fait la distance entre deux charges, deux points de considération de la charge successive. Ici, on peut mettre 4 mètres par exemple au lieu de 1 mètre. Et on va générer les charges en cliquant sur le bouton en bas. Et pour vérifier s'ils ont été générés, on active ici l'affichage des charges et vous voyez, vous avez la liste des différents cas de charge. Il y a d'abord le poids propre qui n'est pas visible, mais ensuite on peut parcourir les différentes charges mobiles. Et on voit bien que le premier est appliqué au début du parcours, on peut prendre un autre, on voit qu'on commence à s'éloigner donc du point de départ du parcours. Donc, on va ensuite lancer un premier calcul pour vérifier si ces charges ont bien été générées. Donc, je vais lancer un calcul linéaire qui va pas être très long puisqu'on a que 18 cas de charge. Ça va être relativement rapide. On a encore un petit peu de temps sur ce calcul et après, on va aller voir les efforts internes de D pour vérifier les résultats pour différentes positions de ces trains de charge. Pardon, excusez-moi. Voilà, ça s'est bien lancé. Donc, on a les résultats ont été obtenus et on va ensuite aller dans les efforts internes de D. Donc, l'actualisation automatique est encore activée. Donc, par défaut, on a demandé les résultats pour le cas de charge sismique, pardon, le cas de charge de poids propre. Et ensuite, on va aller voir pour les différents cas de charge des trains de charge. Et vous voyez que pour la première, on voit bien que les charges sont concentrées au niveau du début du parcours. Donc, c'est bien logique. Ensuite, on passe à la charge suivante et on voit bien que la localisation de la concentration des efforts se déplace avec les charges. Donc, je vais revenir au niveau du PowerPoint pour passer à l'autre nouveauté, l'autre fonctionnalité qui a été migrée avec CR21 dans la version 64 bits. Il s'agit de l'analyse de stabilité non linéaire. C'est une migration très importante euh, parce que c'est une fonctionnalité qui existait seulement en 32 bits et qui était très utilisée par tous les ingénieurs qui font du calcul d'échafaudage, qui est un des calculs les plus lourds.
parce qu'il s'agit de beaucoup d'éléments, c'est un calcul non linéaire, et on a donc besoin de beaucoup de mémoire RAM. Mais dans la version 32 bits, c'était limité à 4 gigabytes, et donc on pouvait avoir des plantages. Donc, ce n'était pas adapté pour le calcul de stabilité non linéaire. Mais maintenant, le fait de l'avoir en 64 bits signifie qu'on peut utiliser toute la mémoire RAM de notre ordinateur et donc il y a moins de probabilité de plantage parce qu'on ne déplace pas de mémoire sur les disques durs. Toute l'analyse peut se faire théoriquement avec les RAM. Donc, je vais passer directement dans SIA pour montrer un exemple d'une structure en échafaudage. Et c'est déjà calculé parce que la stabilité non linéaire peut prendre un petit peu de temps et donc nous n'avons pas assez de temps durant le webinaire. Et en fait, avant, on pouvait le calculer dans le version, dans l'environnement de post-traitement V16 antérieur dans la version 32 bits. Maintenant, c'est dans la 64, mais on a toujours les mêmes possibilités qu'on voyait ici. Vous avez la stabilité non linéaire qu'on peut cocher ou décocher comme dans la V16 antérieure. Au niveau des résultats, pour ce modèle déjà calculé, on peut d'abord montrer le protocole de calcul. Donc ici, je vais aller montrer le protocole de calcul et je vais choisir l'option calcul de stabilité. Et cette option-là vous permet de voir les multiplicateurs de charge critique obtenus. Donc, vous voyez, il y a deux modes différents avec une valeur de 18,8 ou 19,426 pour pour les multiplicateurs de charge critique, les alpha critiques. Et en fait, on a deux tableaux puisque le premier, c'est pour la première combinaison créée et le deuxième, c'est pour la deuxième combinaison de stabilité. Et on peut également afficher graphiquement les formes de déformation associées à ces modes de stabilité. Donc, on peut aller dans les déplacements 3D. Ici, on va mettre type de sélection tout et je vais d'abord cocher l'option filaire et dans le cas de charge, je vais montrer une combinaison de stabilité et par exemple, je vais désactiver l'actualisation automatique un instant, pardon, et je vais prendre le deuxième mode ici et je vais régénérer. Et bien sûr, il faut mettre tout dans le type de sélection. Voilà. Et donc, je vais régénérer et vous voyez ici la forme de flambement qu'on va voir et on a une valeur qui s'affiche à droite et on pourrait augmenter l'échelle pour mieux visualiser les résultats. Ici, je vais augmenter un petit peu l'échelle des données des résultats. On voit que c'est un peu exagéré à ce moment-là. Et on peut également montrer une animation de cette déformation. Je peux aller ici taper animation et je vais la mettre sur l'écran en entier, zoomer un petit peu. Et là, je peux lancer une animation pour mieux visualiser où cette instabilité est localisée, comme le voit ici. Donc, je peux l'arrêter également, bien sûr, avec le même bouton. Et je vais fermer l'animation. Et donc, c'était tout au niveau de cette nouveauté qui était simplement une migration d'une fonctionnalité déjà existante. Et je vais revenir donc dans le PowerPoint et maintenant on va parler de la toute dernière nouveauté qui concerne les modificateurs de modèles pour l'analyse modale et sismique. Pourquoi est-ce que nous avons introduit cette nouvelle fonctionnalité? Parce qu'en fait, l'Eurocode 8 permet de réduire la rigidité d'éléments en béton ou en maçonnerie quand vous réalisez une analyse sismique afin de prendre en compte l'effet de la fissuration durant le chargement latéral. C'est une réduction de rigidité qui doit être appliquée pour des cas de charge sismiques et pas pour les autres cas de charge, parce que cette réduction de rigidité n'agit pas sous des charges gravitaires. Et donc maintenant, un petit peu d'historique à ce niveau-là dans CI Engineer. Dans le passé, on pouvait utiliser les modificateurs de propriété et les assigner à des éléments 1D et 2D. L'inconvénient de cette approche était que les modifications étaient valides pour tous les cas de charge et pas simplement pour les cas de charge. C'est pour cela que dans la version 19 de SIA, nous avons introduit la fonctionnalité modificateur de propriété par cas de charge. Ceci permet aux utilisateurs de définir des modifications dédiées à des cas de charge particuliers. Malheureusement, c'était à l'exception des cas de charge sismiques,
Mais dans la version 21, nous avons donc cette nouvelle option qui permet l'utilisation des modificateurs de modèle pour les cas de charge sismique et l'analyse modale. Et comment est-ce que ça fonctionne exactement? En fait, comme précédemment, on peut créer un groupe de modificateurs, mais au lieu de l'appliquer à un cas de charge, on peut maintenant également l'appliquer à une combinaison de groupes de masse. Ce sont les masses qui doivent être utilisées dans l'analyse dynamique, que ce soit modale, harmonique ou sismique, dans SIA Engineer. Et maintenant, le fait d'appliquer cette modification à un groupe de masse va en fait également l'appliquer à un cas de charge. Comme on le voit ici, en fait, dans la combinaison, on associe un groupe de modificateurs et quand, dans le cas de charge sismique, on choisit une combinaison de groupes de masse, il va automatiquement assigner à ce cas de charge le groupe de modificateurs correspondant. Et comme vous le voyez ici, il va être grisé. Donc, on ne va pas avoir la possibilité de le modifier pour éviter toute incohérence dans le calcul. Et donc, en fait, euh, comment est-ce qu'on va appliquer tout ça et être sûr que l'analyse va bien être prise en compte? On va aller dans CA Engineer pour le montrer. Je vais donc revenir dans SIA et je vais revenir plutôt au modèle qu'on avait vu tout à l'heure qui contenait des cas de charge sismiques. Dans ce modèle, on avait un cas de charge sismique SY, un autre SX, et on peut les voir ici dans le gestionnaire des cas de charge. Et pour les deux, on n'avait pas, donc on avait une combinaison de groupes de masse, mais il n'y avait pas de modificateur de propriété associé. Comment activer donc les modificateurs de modèle? On va aller dans les paramètres du projet et dans les fonctionnalités, on va activer la possibilité modificateur de modèle. On clique sur OK. Et là, dans le panneau de saisie, on va aller dans le menu structure. Et dans les catégories, on va aller dans modificateur de modèle. Et vous voyez maintenant que vous avez la possibilité de créer un nouveau groupe de modificateurs. En cliquant dessus, il va vous créer un premier groupe MOG1. Et vous pouvez bien sûr créer d'autres groupes en cliquant sur Nouveau tout en bas. Et comment est-ce que vous allez pouvoir gérer ces différents groupes après? C'est en fait comme pour les cas de charge dans ce raccourci en haut. Donc, au lieu d'avoir des cas de charge, on peut cliquer ici sur Groupe de modificateurs. Et là, dans la liste, vous aurez les différents groupes de modificateurs que vous aurez créés à ce moment. Et quand vous vous situez dans l'un, comme ici MOG1, vous allez avoir ici les différents modificateurs de propriété qu'on peut appliquer. Donc, parmi ceux-ci, il y a les absences au niveau des appuis ou au niveau des barres, et bien sûr au niveau des éléments surfaciques. Et il y a les modificateurs de rigidité pour les éléments 2D et pour les éléments 1D. Et ces modificateurs peuvent être appliqués pour un certain groupe de modificateurs et ils sont assignés du coup au cas de charge après. Pour simplicité, ici, je vais mettre des modificateurs de rigidité sur les éléments surfaciques verticaux, donc sur les voiles. Et donc, pour appliquer ceci, je vais par exemple sélectionner un des voiles et je vais faire un filtre en prenant par exemple le type voile ici. Et je clique sur agrandir la sélection et mes 4 voiles vont être sélectionnés. Et je vais prendre ici des modificateurs de rigidité 2D. Et comme vous le voyez ici, il y a différents types de modificateurs de rigidité. Et je vais prendre le plus simple ici, c'est en fait avec pourcentage de rigidité. Et je peux tout de suite appliquer, par exemple, 50% de réduction de rigidité axiale et également 50% pour la rigidité flexionnelle. Et je clique sur OK. Et ici, on a la possibilité de corriger le poids propre, mais je vais garder le coefficient égal à 1, donc on ne modifie pas le poids propre. Et je clique sur OK. Et donc maintenant, ces modificateurs ont été appliqués. Et pour mieux les visualiser, je vais mettre une visualisation en filaire. Et vous voyez ici, ces modificateurs sont représentés par ces symboles-là qu'on voit sur les voiles. Donc, si je le sélectionne,
vous aurez les propriétés des modificateurs que vous allez bien sûr pouvoir éditer à droite dans la fenêtre des propriétés. Donc, je vais remettre un petit peu l'affichage en 3D avec les couleurs. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on va appliquer ce modificateur, ce groupe de modificateurs à un cas de charge statique? On va en fait dans la liste des cas de charge. Donc ici, je remets cas de charge et je vais aller gérer les cas de charge. Si je prends par exemple le poids propre, on va ici dans le groupe de modificateurs. Par défaut, il n'y en a aucun, mais je peux maintenant choisir un groupe. Par exemple, j'aurais pu choisir un MOG1 ici. Mais pour les cas de charge sismiques, ce n'est pas possible. Donc, vous allez voir que ça reste grisé. Et en fait, ça va être associé au groupe de combinaison de masse, comme mentionné tout à l'heure. Donc, je vais revenir un petit peu dans la liste des modificateurs, euh, des groupes de modificateurs, mais cette fois-ci, je vais plutôt aller je vais créer une copie de cette liste-là, et ensuite, donc ici, dans groupe de modificateurs, je peux aller le gérer, et je peux cliquer sur nouveau, et vous voyez, on a MOG2, MOG3, etc. Mais ce dont on a besoin maintenant, c'est en fait de créer un nouveau groupe de masse, une combinaison de groupes de masse. Pour y accéder, on peut chercher ici combinaison de groupes de masse. Vous voyez la première combinaison CM1 ne contient qu'un seul groupe de masse, c'est le seul que j'ai créé pour l'instant, qui est bien sûr associé au poids propre. Et dans ces groupes de modificateurs, on voit qu'il n'est associé à aucun. Je vais le copier en cliquant sur Nouveau, et je clique sur OK. Il va être nommé CM2, et ici, je vais lui assigner le groupe de modificateurs MOG1, dans lequel j'avais mis les modificateurs de propriété 2D. Et je vais cliquer sur Fermer. Et je vais lancer une analyse modale pour montrer comment cette modification des résultats va impacter les résultats. Je vais aller dans Calculer, je désactive l'analyse linéaire et j'active seulement les fréquences propres nécessaires pour l'analyse modale, et je vais calculer. Ça va être assez rapide. Voilà, le résultat est terminé. On clique sur OK. On peut revenir dans le protocole de calcul. Et cette fois-ci, je vais demander les fréquences. Et je régénère. Et là, vous voyez, on va avoir deux tableaux. L'un pour le premier groupe CM1, qui n'avait pas de groupe de modificateurs associé. Et le second, c'est pour le groupe CM2 avec le groupe de modificateurs MOG1. Et puisque pour le deuxième, on a une réduction de la rigidité de 50%, on s'attend à ce qu'on ait des fréquences plus faibles, puisque quand la rigidité est réduite, la fréquence va être également réduite. Et c'est bien le cas, parce que vous voyez que pour le premier groupe, la fréquence pour le premier mode est de 3,69 Hz, alors que pour le deuxième, elle est de 3 Hz. Donc c'est bien vérifié dans ce cas-là. Donc, au niveau des cas de charge sismiques, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir dans le gestionnaire des cas de charge. Et par exemple, pour le sisme X, on va le garder tel quel, sans modificateur de propriété. Et je vais le copier avec cette option-là. Et pour celui-là, on va appliquer le groupe de modificateurs. Donc, dans la description, je vais mettre ici modifier pour qu'on puisse bien identifier. Et tout en bas, je vais lui assigner ici la deuxième combinaison de groupe de masse, CM2, pour laquelle on avait assisté à un groupe de modificateurs MOG1. Donc, on voit ici que ça va être appliqué automatiquement. Je vais cliquer sur Fermer et je vais lancer un calcul. Cette fois-ci, ça va être un calcul linéaire sans avoir besoin des fréquences propres à nouveau. Et je vais le lancer. Et on va essayer de voir l'impact sur les résultats en regardant les déformations 3D une fois que les résultats seront disponibles. Voilà, le calcul est terminé.
je peux aller à nouveau dans les déformations 3D. Dans type de sélection, je vais mettre tout. Pour le cas de charge, je vais d'abord demander SX, j'active l'option filaire et je régénère. Et là, on voit en fait qu'on a un déplacement total de 19 millimètres. Et donc, pour le cas de charge sismique SX1 qui a une rigidité qui a été réduite, on s'attend à avoir un déplacement un peu plus grand. Donc, on va vérifier ça en allant dans SX1, on va régénérer. Et c'est bien ce qu'on attendait. On a un déplacement qui est de 29 millimètres, à peu près 30 millimètres cette fois-ci, puisqu'on a bien réduit la rigidité des voiles porteurs ici, et donc à moitié. Et bien sûr, la déformation va être plus grande. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité très intéressante pour le calcul sismique des structures en béton armé. On n'a plus besoin de créer un modèle pour l'analyse statique et un autre pour l'analyse dynamique. Tout se fait dans le même modèle. Et je vais revenir une dernière fois au niveau du PowerPoint. J'avais juste un dernier diapo où je résumais à nouveau les différentes possibilités de modificateurs de modèles. Donc, il y a bien les absences au niveau des appuis, des éléments barres et des éléments 2D. Il y a également l'absence des sous-régions des éléments surfaciques et bien sûr les modificateurs de rigidité pour les éléments barres 1D ou les éléments surfaciques 2D. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais vérifier si on a des questions. J'en vois aucune, mais je vais quand même vérifier à nouveau. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de questions pour l'instant. Donc bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer plus tard à l'adresse mail générale du support, support@sia.net. Et voilà, on pourra répondre bien sûr à ce moment-là. Mais merci pour votre attention aujourd'hui, d'avoir suivi ce webinaire et peut-être à bientôt pour le webinaire suivant. Bonne fin de journée. Au revoir à tout le monde.